si on peut rire un peu, c'est un exploit de faire si court pour un dispositif qui paraît aussi impressionnant en tous les cas. Oui, c'est l'aune du territoire qui rend les choses plus possibles. Je veux dire, c'est vrai que l'aune du territoire de la communauté française n'est pas celui de la République chez vous. Oui, et on a l'impression en t'écoutant que le plus c'est local, le plus ça oblige à construire, dans ce cas-là, un dispositif complexe. Mais c'est-à-dire que le dispositif, effectivement, est développé pour mettre en cohérence une série d'initiatives qui préexistaient. Donc il y avait une multiplication d'initiatives à droite et à gauche par un ensemble d'opérateurs, mais l'ensemble était peu transparent, peu lisible, peu cohérent, ne permettait pas aux gens de se positionner facilement au niveau de leur parcours. Et donc c'est vrai que ça n'a pas été une affaire simple. Donc ces discussions sont en cours depuis 1993. Et donc il a fallu 10 ans pour mettre ces éléments-là en œuvre, pour réunir l'ensemble des opérateurs et de forces vives dans ce projet. Parce que si on fait maintenant l'articulation entre le deuxième intervenant, c'est-à-dire Jean-Pierre Cardy et le tien, on voit bien quand même la tension qu'il y a entre des initiatives micro-locales, parfois, faites d'expérimentation et de réussite, et puis le travail que vous êtes amené à faire, qui, alors si je l'interprète sans doute abusivement et simplement, mais consiste à organiser en un ensemble infiniment plus vaste un ensemble d'initiatives locales qui avaient à la fois leur propre réussite et leurs propres limites. Est-ce que je peux traduire comme ça? Si on met les deux... Oui, donc je ne vais pas dire qu'au tout départ étaient les expérimentations micro-locales, mais effectivement, il y avait un foisonnement chez nous, on parle de millefeuille souvent, pour dire mais il y a une série de successifs de dispositifs, d'expériences de toutes sortes. Et donc il y a eu une volonté, plus particulièrement des partenaires sociaux, et c'est vrai qu'ils ont été un appui important là-dedans pour dépasser des non-discussions, pour organiser à certains moments les disputes qui ne s'organisaient pas parce que chacun restait sur sa position, j'ai mon mandat, donc je ne parle pas de ce qu'il faut parler, mais j'exerce mon mandat. Et donc il a fallu la pression des partenaires sociaux pour mettre l'ensemble de ces éléments autour de la table. Donc c'est bien 3 gouvernements, 3 parlements, et tutti quanti. Et Jean-Pierre, comment tu réagis à cette explication, cette présentation? Ah, ça m'intéresserait quand même. Hein. Non, mais je ne vais pas réagir. Je ne suis pas là pour donner des leçons ou juger du travail des autres. D'autant plus que je crois que, j'ai tenté de démontrer que ce qui m'intéressait, c'était mon petit bouillon de culture et ce qui passait là-dedans. Alors, je me sens pas capable et puis j'ai pas envie de recréer un système complexe comme celui-là, ce qui ne veut pas dire qu'intérieurement, ça ne soit pas complexe. Et peut-être une autre question que j'aurais envie de poser, parce qu'elle est présente dans la problématique Jacotot, et puis elle est présente quand même dans ce colloque. Et les personnes qui vont bénéficier, si on peut dire, du dispositif de certification et de formation, et comment elles ont été associées ou pas là, dans l'affaire? Parce qu'on voit bien qu'il y a déjà un foisonnement d'acteurs de tout niveau, qui sont tous des acteurs institutionnels, hein, malgré tout ceux que tu as cités, et qui agissent tous pour le bénéfice, sinon pour le bien des usagers. Et est-ce que les usagers ont quelque chose à voir dans l'affaire? Non. Donc les usagers n'ont rien à voir dans l'affaire, si ce n'est que nous avons un taux de syndicalisation en Belgique qui n'a, je pense, rien à voir avec votre taux de syndicalisation. Je veux dire, le président de notre commission consultative représente un seul secteur, le secteur de l'énergie et de l'industrie, c'est 300 000 affiliés. Donc 300 000 affiliés, je parle bien de la Belgique, quoi, hein, donc c'est pas des 60 millions en France. Donc on est à 10 millions d'habitants, et donc pour la partie francophone, il représente 300 000 affiliés. Donc ce qui veut dire que
lorsque les syndicats sont autour de la table, effectivement, ils exercent un mandat, et ce mandat est quand même représentatif, porté par une série de travailleurs qui sont actifs ou inactifs. Maintenant, au travers des comités subrégionaux, au travers des ASBL, il y a également des éléments qui transitent et qui sont mis sur la table en vue de leur discussion. D'accord. Et puis peut-être encore une dernière question avant de poser la question à la salle, mais évidemment Jean Besançon est parti et c'est un peu dommage parce que on parle beaucoup de disputes, de controverses aujourd'hui et comme tu nous le disais avec humour, finalement les disputes en Belgique, on sait ce que c'est et c'est pas pour autant que ça nous mène toujours à la réussite. Enfin, c'est un peu ce qui est impliqué. Hein. Et alors avec l'idée que peut-être on a tendance à utiliser ce terme de dispute, de controverse, de façon à la fois intéressante, mais des fois peut-être un petit peu abusive, pour arriver, je dirais, peut-être à pacifier les disputes et en faire des disputes au sens où Jean Besançon l'évoque, c'est-à-dire des discussions approfondies où les choses peuvent se dire. Comment vous avez procédé pour essayer d'assurer ça? Mais je pense que c'est quelque chose qui a été développé par mon voisin, parce qu'il parlait de réunir dans le même lycée les enseignants et puis les formateurs de formation continue. C'est vrai que nous avons en Belgique francophone une instance qui n'est peut-être pas suffisamment utilisée et développée, mais qui est néanmoins active et qui réunit à la fois les partenaires sociaux, les opérateurs de l'enseignement et les opérateurs de la formation continue. Donc c'est le Conseil de l'éducation et de la formation. Ce conseil travaille régulièrement à dégager des perspectives et réunit une série d'opérateurs et de gens de manière régulière. Et ces travaux ont créé une zone de confiance qui ont fait que des hommes et des femmes peuvent se mettre autour d'une table et enfin agir avec un objectif qui a été négocié pendant un certain temps. Donc quand je parle que les travaux ont commencé en 1993 et que nous sommes aujourd'hui en 2010, donc ce ne sont pas des choses qui ont été réalisées d'un claquement de doigts. Donc effectivement, il a fallu du temps. Et le temps des gens qui négocient n'est pas le temps des formateurs, n'est pas le temps des gens qui travaillent avec les gens sur le marché de l'emploi. Et effectivement, c'est encore un autre rythme pour les entreprises et pour les citoyens. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions, des débats dans la salle et à propos à la fois de la dernière intervention puis des autres, de la mise en relation entre les trois? Ah, ça va être... Oui. Allez-y. Il y a quelqu'un, quatrième. Allez-y. Oui, ça fonctionne. Pardon. Oui, une remarque, hein, Laurent Lacour. Alors, je viens de la région PACA, la région où il y a un foisonnement d'organismes. Non, mais juste une réflexion. C'est pas vraiment une question. Je trouve intéressant finalement qu'il y ait cette table ronde au titre qui interroge plus qu'autre chose. Bah, finalement, peut-être qu'on s'y retrouve un peu d'une certaine façon à la fin, avec à la fois un petit peu une première présentation qui pose quelques enjeux de principe, une intervention qui fait apparaître le local, voire le micro-local, et puis votre dernière intervention que je trouve aussi très intéressante sur la construction d'un système finalement. Alors on est sur des choses complètement différentes. Alors là, moi, je veux faire juste cette remarque comme agent d'une région, d'un conseil régional, parce que j'ai entendu aussi des choses et je trouve c'est intéressant justement les interpellations. Comment tenir compte, c'était un petit peu le débat qu'on avait dans un des ateliers ce matin, comment tenir compte à la fois du local et puis de la cohérence d'une action publique. C'est pas une évidence. Pour autant, je ne crois pas que ça relève que ça soit en soi une contradiction. Et j'allais dire même peut-être, finalement, on peut le simplifier, peut-être de manière un peu extrême, mais finalement, la région, elle a une certaine responsabilité en matière de formation professionnelle. Elle l'assume, elle doit, il me semble, l'assurer pleinement en exprimant une commande et en étant donneur d'ordre, organisateur d'une offre de formation. Ça, c'est sa responsabilité. Je crois qu'elle doit l'assumer au regard des électeurs qui votent, au regard des chambres régionales des comptes, au regard de leur positionnement dans le paysage institutionnel. Les régions doivent l'assumer. Mais
ça n'interdit pas d'être en situation de réponse aussi, de réponses positives à des projets locaux. Et je crois que cette articulation-là, on peut du coup assez facilement la trouver sur la région. Elle est donneur d'ordre, elle structure, elle organise une commande de formation, mais elle est aussi, et je dis ça, alors je l'ai dit ce matin, je passe d'une région, je suis un petit peu je prends mes fonctions dans cette région-là, donc j'étais dans les mêmes fonctions dans une autre région, je connais un peu ce qui se passe ailleurs, je crois que ça se pratique dans toutes les régions en France, à la fois l'expression d'une politique régionale de formation et une écoute pas systématique, hein, c'est pas un système de guichet non plus, hein, une région peut se réserver le droit de ne pas accorder une aide à un projet qui lui paraîtrait pas rentrer dans ses propres priorités à elle. Mais je veux dire, je crois que la réponse qu'on peut avoir, elle est dans cette organisation de l'expression de la commande et de l'écoute des besoins qui peuvent être exprimés par des territoires infrarégionaux dans ce cas-là. C'était donc simplement une remarque, je n'avais pas d'autres, c'était très clair, donc je n'avais pas d'autres questions particulières à vous poser. Des réactions de la salle ou des participants? Non? Une question de précision là sur les référentiels de validation de métier plutôt. Hein, comment sont-ils organisés? Est-ce que on n'est que sur le métier lui-même ou est-ce que il y a une organisation qui permet de montrer des compétences transversales qui vont au-delà du métier lui-même qui est visé? Oui, donc nous sommes en train de développer notre méthodologie pour produire les profils métiers. Donc les profils métiers comprendront en termes de réalisation 2 types de référentiels. Un référentiel métier qui décrit à la fois le secteur, qui inscrit le métier dans son secteur, dans une évolution économique et sociale, qui inscrit également le métier dans la problématique du développement durable, de l'accès à la profession, etc. Donc c'est un descriptif large du métier. Ce qui est intéressant au-delà du produit, c'est la démarche qui est utilisée dans le sens où nous programmerons des travaux pour les secteurs qui sont demandeurs et nous accorderons la priorité, bien entendu, aux secteurs qui s'engageront dans la démarche et qui seront à même de produire des éléments d'information actualisés par rapport au métier et par rapport à leur propre évolution. Et donc, le deuxième élément qui sera produit dans le profil métier, c'est effectivement un référentiel de compétences qui sera produit par les partenaires sociaux. Ce référentiel de compétences est alors transmis aux opérateurs d'enseignement et de formation qui définiront quels sont les acquis d'apprentissage nécessaires pour l'exercice de ce métier. Donc le référentiel de compétences ici n'est pas une fin en soi, c'est un truchement. C'est un produit qui est utilisé pour assurer le dialogue entre les partenaires sociaux, les acteurs de l'entreprise et les opérateurs d'enseignement et de formation, dont le job est bien de déterminer quels sont les savoirs, savoir-faire, habilités, attitudes qui devront être travaillées au sein de leurs institutions. Il y a un moment de feedback entre le profil formation, c'est-à-dire que le profil formation revient chez les partenaires sociaux et ceux-ci s'assurent qu'ils ont été bien compris et que l'ensemble des composantes qui étaient souhaitées sont reprises dans le profil formation. J'insiste bien pour dire que le profil de formation n'est pas référentiel de formation, n'est pas référentiel d'enseignement. Donc il ne s'agit pas, de prendre la place des opérateurs d'enseignement qui ont des missions plus larges que la formation du travailleur. Pour reprendre les missions de l'enseignement secondaire, chez nous, la première mission, c'est le développement personnel. La deuxième mission, c'est la formation du citoyen. La troisième mission, c'est la formation du travailleur et du travailleur citoyen. Et ces 3 missions doivent être prises dans toute leur interactivité. Donc il ne s'agit pas d'en prendre une
en négligeant l'autre. Donc c'est ces 3 missions qui doivent être reprises. Mais ça, c'est le job, c'est le métier des opérateurs d'enseignement. Nous ne prenons pas leur place. Nous leur fournissons des bases référentielles sur base desquelles ils développeront leur propre métier. La même chose pour le forum en fonction de ses objectifs et de ses publics. Est-ce que j'ai répondu à votre question? D'autres questions ou remarques ou réactions? Non, Jean-Luc, j'ai l'impression que tu as quelque chose à dire. Je vais revenir vers vous, Monsieur Cardi. Une seule chose qui m'a un peu gêné dans votre intervention, un seul mot, c'est quand vous avez parlé d'un territoire banal. Ça me gêne un peu parce que c'est précisément souvent une dévalorisation qu'on s'applique, comme si... alors je ne dis pas que c'est cela que vous avez voulu dire, mais je crains qu'on entende qu'il y a des territoires qui sont banals et des territoires remarquables. Or, c'est tellement un problème aujourd'hui. Hier, j'avais discuté avec un copain, là, mais il est parti. Il était du Conseil régional du Nord, et il me disait, suite à une intervention que j'avais faite dans un atelier, il me disait, mais tu sais, il y a des territoires, je t'assure, où il ne se passe rien. Ça me fait froid dans le dos, ça, je vous le dis tout de suite. Il me dit, mais sérieusement, je connais des territoires où il ne se passe rien. Ce n'est pas du tout mon expérience, c'est-à-dire sur les territoires qui ne se passe rien. C'est plutôt des territoires où on ne sait pas voir ce qui se passe, et surtout on ne sait pas reconnaître la valeur de ce qui s'y passe. Et parfois, dans notre propre discours, on dit, oh ben chez nous, vous savez, hein, on est sur une zone pauvre, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup d'atouts. Vous savez, je suis du Morvan, et ici c'est une région où on dit cela aussi souvent. Et souvent les Morvandiaux ont été les premiers à véhiculer une image dévalorisée. Hein. Alors je ne dis pas qu'on ne les a pas aidés aussi à le faire. Mais par exemple, ça c'est quelque chose qui est voilà, c'est quand on dit un territoire banal, il faut faire attention parce que dans banal, finalement, et ça rejoint, je sais que Marie-Claire est partie, mais c'est dommage, c'est de dire, finalement, après, c'est de dire, mais est-ce que ça vaut le coup de faire vraiment quelque chose sur un territoire banal? Après cela, quoi. Est-ce que ça vaut le coup de s'y investir? J'en discutais des fois avec la région, ici avec les opérateurs de la région, en disant, ouais, mais est-ce qu'on n'a pas des priorités quand même? Et comme par hasard, les priorités seraient alors les priorités en investissement, sous toutes les formes, seraient sur les territoires remarquables. Mais qu'est-ce que c'est qu'un territoire remarquable par rapport à un territoire banal? Moi, je n'accepte pas comme ça d'emblée ce qualificatif. Voilà. Alors, ça doit être mon côté provocateur, mais en fait, quand je dis territoire banal, c'est simplement un atout. Parce que quand vous avez un truc qui attire, eh ben vous pensez plus qu'à ça, et tout est misé là-dessus. Si on avait la baie du Mont-Saint-Michel à Romans, on ne se poserait pas la question autre que d'installer les distributeurs de crêpes ou de je sais pas quoi. En partant de l'idée qu'on est un territoire, alors dans mon esprit banal, ça veut dire qu'il n'a pas un phare comme ça qui éclaire tout le reste et qui n'est pas forcément... regardez la Côte d'Azur, le développement de la Côte d'Azur, bon, il n'y a pas que des atouts quand on a comme ça. Et par contre, ce que je trouve extrêmement intéressant, moi, c'est de partir des handicaps, des choses qui ne vont pas, des trucs que bon, on n'a pas, voilà, de tout ce qu'on n'a pas, pour se dire... Ben, on a peut-être des choses et du coup c'est faire fonctionner notre capacité d'imaginer, de réfléchir, de créer et ça nous fait rechercher des choses très profondes qu'on a en nous. Ça part de l'histoire, en passant par les paysages, l'agriculture, les activités, enfin bref, je vais pas... voilà. Et du coup, j'ai employé cette expression-là parce que j'aime bien l'employer dans le cadre du CLD, quand on est en réflexion, pour dire il faut qu'on s'arrache. Hein, il faut qu'on s'arrache, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver en nous
ce qu'il y a, et voilà, pour assurer ce fameux développement dont on a tous envie, et puis la vie de chacun d'entre nous, quoi. Voilà, c'est simplement ça. Je pense que des fois, on a besoin de... Enfin, moi, ce qui me désespère, c'est de voir les gens qui pleurent. Je veux dire, en tant que directeur de lycée, qu'est-ce qui me reste si on désespère de l'avenir? Aller chercher à la préfecture des capsules pour se suicider. J'aime bien aussi la provocation, donc je vais continuer la dispute avec le Morvandio pour dire que moi j'ai compris que effectivement le banal c'était presque un drapeau dont il fallait s'emparer pour dire il faut donner de la valeur au banal. On a le droit sur un territoire de vivre dignement, de développer des choses sans pour vouloir artificiellement briller, s'emparer de strass et de choses qui ne sont pas véritablement enracinées, qui ne sont pas les siennes. Et on sait bien que les politiques publiques poussent malheureusement à ce travers de faire du novateur, de l'original. Et l'original, alors l'original standard plan-plan dans le développement durable, vous en trouvez partout. Chaque territoire a l'idée géniale, originale sur les écomatériaux. C'est là que ça se passe et c'est pas ailleurs. Bon, ça c'est... Donc moi je comprends ce banal. Je renvoie aux travaux photographiques de Depardon ou d'autres photographes en ce moment qui sont en train de valoriser, de mettre en avant ce banal qui est plein de micro-richesses, bien sûr qu'il faut le manier avec précaution, hein. Mais moi je l'entends comme ça. Les gens ont le droit aussi de développer des choses qui sont des micro-projets, qui ne sont pas spectaculaires, qui ne sont pas extraordinaires, mais ça a sa valeur en soi, toute une valeur de dignité humaine, tout simplement. Il faut attendre le micro. Merci. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus la question de la rencontre que vous aviez développée, parce qu'ils ont peut-être besoin de traducteurs, alors qu'on est dans des logiques où parfois on stigmatise et on ne fait que dissocier et empêcher les rencontres. Vous avez cité Bourdieu, et je trouve que la notion de capital social ou capital culturel telle qu'elle est utilisée, elle ne fait qu'accentuer et empêcher la possibilité de la rencontre entre ces mondes. Qu'est-ce que vous nous proposez pour agir? Attendez, je ne suis pas Dieu, hein. Non, mais... alors ça, c'est aussi autre chose, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Et je crois que c'est aussi un truc dont je me sers souvent, enfin dans ma tête, quand je suis animé une réunion. Il n'y a pas de point de vue de Dieu. Il n'y a pas de point de vue de Dieu. C'est-à-dire que moi, il faut que je sois convaincu que vous parlez, madame, un autre, etc. Vous représentez qui que ce soit ou quoi que ce soit, enfin vous-même, mais derrière avec votre histoire, votre culture, etc. Mais il n'y a pas un point de vue de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut prétendre qui... Même... Ça pose la question, mais ça doit être la déformation d'éducateur, de la différence entre l'erreur et la faute. Il faut... À l'école, il y a deux choses qu'il faudrait faire. C'est dire que l'erreur est possible, mais que c'est surtout pas une faute. D'accord ? Parce que ça arrive tous les jours. Hein. J'ai fait 25 ans de chef d'établissement, je ne dis pas le nombre de conseils de classe, j'ai entendu qu'on allait fusiller ce gamin, qu'on l'avait fusillé. Et la deuxième chose, c'est pas pour répondre, je ne sais pas quoi répondre à votre question. Là, je veux dire, il faut qu'on passe du temps à y réfléchir ensemble. Mais la deuxième chose, moi j'ai toujours dit à mes gamins, quand ils disaient on a travaillé à l'école, je dis à l'école on ne travaille pas. On est comme les citoyens d'Athènes, c'est-à-dire que les citoyens d'Athènes, ils ne travaillaient pas, mais c'était le travail au sens de torture. Ça ne veut pas dire qu'ils foutaient rien, ça veut dire qu'ils œuvraient. C'est-à-dire qu'à l'école, c'est un endroit où on œuvre.
Alors, je sais bien, ça fait un peu ringard quand je disais à mes profs, aux profs du lycée, voilà, il faut que vous expliquiez aux élèves qu'ils ne travaillent pas. Alors, il dit, on a hérité d'un proviseur fou. Mais non, c'est pas du travail, c'est de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on construit soi-même, on construit une société, on construit les autres, et c'est ça qu'on fait à l'école. Il est temps après de travailler. Encore d'autres remarques? D'autres questions? Moi, j'aurais bien aimé que tu nous donnes quand même un exemple de banal dans le rôle de président du conseil local de développement. Enfin, pas dans le rôle. Dans cette situation d'un conseil local de développement, d'un aspect, d'un élément, d'une histoire, d'une expérience, du banal et de son mouvement et de son développement. Allez, je ne vais pas monopoliser, mais 2 exemples. J'ai découvert qu'on avait sur le territoire le seul, et le dernier évidemment, fabricant de cornets à glace français. Il fabrique tous les cornets à glace que vous mangez, à part les cornets artisanaux évidemment, qui sont fabriqués par certains pâtissiers. C'est lui qui fournit tous les cornets à glace en France. Et ce type-là, il a plein d'idées pour utiliser, voilà, je révèle des trucs là, pour utiliser ces cornets à glace. Et moi, je rêvais de faire dans le lycée des pots de yaourt quand la fin on mange. Avec un distributeur à yaourt, ça faisait moins de sacs poubelles de 200 litres tous les jours remplis de pots de yaourt en plastique. Voilà. Deuxième exemple, de quoi je pourrais vous parler de ce côté de choses banales, je sais pas. Pardon? Dans le capital culture. Ouais, bien. Non, mais oui, qu'est-ce qu'on peut trouver de... Moi, à mon avis, dans le domaine de la culture, ce qu'on a tendance à privilégier, c'est pas la culture au sens de musée, etc., mais c'est la culture au sens d'activité des citoyens. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on crée des activités sur le territoire. En gros, notre seul pouvoir, c'est d'inciter à la création de ce genre de choses et au financement de ce genre de choses. Donc c'est des activités au cours desquelles les citoyens vont participer directement ou indirectement et pas en consommateurs. Le carnaval de Romans, c'est une activité qui est où beaucoup de citoyens participent. Donc c'est plus quelque chose qui est à part. Voilà. Un autre exemple, c'est les circuits courts. Tu me demandes poser des questions là-dessus. Sur les circuits courts, là, il y a tout un travail à faire parce que beaucoup d'élus, ça me désespère, disent « Ah oui, c'est bien. Donc on va les aider. » Et à mon avis, c'est hyper plus compliqué que ça. Bon, j'ai pas le temps de développer, mais si vous voulez, là-dessus, je peux vous expliquer un peu ce qui se passe sur les circuits courts. C'est formidable, c'est très bien, c'est le créateur d'une nouvelle économie, mais il faut aller plus loin, il faut faire des choses, il faut faire sauter certains verrous réglementaires. Je suis en train de me battre pour que, par exemple, on puisse vendre dans ces points de vente collectifs agricoles des produits qui viennent de l'autre bout du monde avec les gens du commerce équitable. Alors pour le moment, on dit, mais c'est pas dans le texte, machin. Oui, voilà. Bien, c'est l'heure de terminer. Donc on remercie tout le monde, comme d'habitude, et particulièrement nos intervenants.